C'est une affaire qui a même laissé un juge chevronné sans voix. Le chiropracteur Brian Mann de l'Alabama a été condamné à la prison à vie pour avoir tenté d'empoisonner sa femme au plomb sous forme de compléments alimentaires. Les preuves étaient glaçantes, mais c'est surtout le comportement troublant de Mann durant le procès qui a choqué la salle. Et ce que le juge a dit lors de la condamnation, vous n'allez pas le croire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. La prison à vie, voilà la sentence. Voici le destin de Brian Mann, ancien chiropracteur de l'Alabama, condamné en juin pour tentative de meurtre sur sa femme Hannah Mann. Il a essayé de l'empoisonner avec du plomb. En janvier 2022, lorsqu'elle a été admise à l'hôpital pour des douleurs abdominales, le personnel a conclu qu'elle avait ingéré beaucoup de plomb sur une longue période. Ce n'était pas un accident, et pendant qu'elle se remettait à l'hôpital pendant des mois, il s'avère que Brian était celui qui l'avait mise là. Il lui donnait chaque jour des compléments alimentaires mélangés à une substance potentiellement mortelle. Apparemment, ils divorçaient. Lors du procès, la docteure Felicia Hadaway, qui a soigné Hannah, a déclaré que des niveaux sûrs de plomb sont d'environ 10. Hannah a obtenu des résultats autour du chiffre 80. Le chef de la police de Hartselle, Alan McDiarmond, a déclaré, je cite, « Elle était là depuis quelques jours avant qu'il ne nous contacte. Les ressources humaines ont tout de suite indiqué Brian comme suspect. Je refuse d'aborder une affaire avec des œillères. » Après avoir parlé à tous les concernés, Brian ressortait toujours. Le chef a précisé que Brian, après avoir d'abord aidé l'enquête, a vite pris un avocat qui s'est exprimé à sa place auprès de la police. Citation, « C'est un vrai signal d'alarme quand on cherche à comprendre les problèmes avec votre femme et que vous ne nous donnez pas toutes les infos utiles. » Le plomb dans son côlon était très présent, on peut l'affirmer concrètement. Cela prouve que la substance a été ingérée et présente dans son corps. À la radiographie, cela ressemblait à des paillettes. Et en faisant référence aux compléments alimentaires et aux vitamines que Hannah prenait, le chef, qui était d'ailleurs choqué, a dit qu'il était présent lorsqu'elle les a pris. Donc tout cela réuni pointe de plus en plus vers lui. Un entrepreneur aurait signalé à la police que Mann aurait obtenu le plomb lors de travaux dans son bureau. Il renforçait les salles de radiographie avec du plomb, et apparemment, il a laissé ce surplus de plomb à Mann. Tu sais ce qui était aussi une preuve importante d'ailleurs, le fait qu'il n'y avait pas de plomb dans la maison ni dans l'organisme de leurs enfants. Donc encore une fois, on ne parle pas d'une exposition accidentelle ou de quelque chose qui aurait empoisonné tout le monde. On a soutenu, et c'est aussi un point important, que Brian, pour détourner les soupçons, aurait essayé de s'empoisonner lui-même. Écoutez bien, il va à l'hôpital Decatur Morgan et dit « J'ai fait une radio à ma clinique, j'ai vu quelque chose dans mon estomac ». Les procureurs ont indiqué que les radiographies montraient que le plomb avait été ingéré seulement quelques heures plus tôt. Lors de son premier scanner, une infirmière a dit que Brian est devenu très nerveux à l'annonce d'un second examen, pensant qu'il pourrait partir. Oui, ce n'est pas génial. Le témoignage du docteur Hadaway indique qu'ils ont procédé à une irrigation du côlon de Hannah en continu, ce qui leur a révélé qu'un crime avait eu lieu. Hannah était dans un état tellement grave qu'ils ont dû la paralyser temporairement, car le moindre mouvement aurait pu dangereusement augmenter la pression sur son cerveau. Cela montre clairement que cette quantité de plomb n'a pu être ingérée que volontairement. Ah, et il faut dire que cela n'a certainement pas aidé que Brian ait apparemment souscrit des assurances-vie sur sa femme pour plus d'1 million de dollars, y compris quelques séjours seulement avant que Hannah ne soit transportée d'urgence à l'hôpital. Vous savez comment on appelle ça? Un mobile financier, quand on évoque la gravité, la cruauté et l'étrangeté de cette affaire. Lors de la condamnation, le juge Charles Elliott a été troublé par le ricanement de Mann pendant les plaidoiries et les faits de l'affaire. En condamnant Mann à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, il a demandé au procureur de l'informer si Mann passait devant la commission des libérations conditionnelles, souhaitant témoigner contre lui. Le juge a dit ceci. « J'en ai vu beaucoup en 6 ans et demi en tant que juge de circuit et j'en ai vu beaucoup aussi quand j'étais procureur au bureau du procureur du district. J'ai assisté et participé à des centaines de procès au cours des 6 dernières années et demie et je n'ai jamais vu un accusé ricaner pendant les plaidoiries finales de l'État, jusqu'à vous. Je n'ai même jamais entendu parler de quelque chose comme ça. » Il a poursuivi en disant que l'état de votre femme continuait de se détériorer et pourtant vous continuez à la pousser à souscrire de plus en plus de polices d'assurance-vie sur elle-même. Et ensuite, vous osez la réprimander parce qu'elle refuse de porter des poids aux chevilles pour tromper une assurance. Le témoignage des prestataires médicaux de votre femme était choquant. Voici la déclaration principale.
Je souhaite que le bureau du procureur m'informe à chaque éligibilité de libération conditionnelle de Monsieur Mann. Donc, dans le cas où, dans 30 ans, si je ne suis plus à ce poste, j'irai moi-même à Montgomery pour m'y opposer. Waouh! Waouh! Je n'avais jamais entendu ça. D'accord. Selon l'article 48 WAF, le procureur principal Garrick Vickery a déclaré à propos des remarques du juge, c'était un bon aperçu du caractère de Brian Mann. Je doute qu'il prenne quelque chose au sérieux, sauf lui-même et sa quête d'argent. Cela révèle sa vraie nature. Le juge Elliott l'a vu et condamné comme il se doit. Nous irons séparément à Montgomery pour protester avec le juge Elliott contre la libération conditionnelle. Accueillons maintenant l'avocat des victimes, John Phillips. Merci d'être avec nous, John. Il me semble que lorsqu'on parle de cette sentence, il était probablement évident qu'il allait être condamné à la prison à vie. J'ai consulté la loi de l'Alabama sur la tentative de meurtre, cela va de 10 à 99 ans. Je sais qu'il a été dit que la défense n'avait pas grand-chose à dire, peut-être qu'ils ont seulement demandé de la clémence. Mann serait resté silencieux lors de l'énoncé du verdict. Entendre un juge dire ça me donne envie d'assister à sa libération conditionnelle pour témoigner contre lui. Il semblait que la prison à vie pour ce crime était ce qui allait arriver. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, et les procureurs ainsi que les enquêteurs ont fait du bon travail en exposant non seulement le crime, mais aussi la motivation. Et j'ai juste l'impression qu'on est dans une époque où on voit sans cesse des conjoints qui ne peuvent pas simplement divorcer et qui complotent le meurtre de l'autre. Et c'est une tendance très inquiétante. Et c'est une affaire vraiment troublante. Je ne sais pas exactement, selon la loi de l'Alabama, quand la libération conditionnelle est possible. Cela dépend de plusieurs facteurs. Cela peut varier, mais que pourrait dire ou faire Mann pour obtenir une libération conditionnelle? Parce qu'une des choses que les procureurs ont vraiment souligné, c'est que ce n'était pas un acte isolé, qu'il faisait cela tous les jours, jour après jour. Sa femme s'aggravait. Il n'a pas été hospitalisé. Comment quelqu'un comme ça peut-il jamais être autorisé à être libre? Exactement. Comme ça a été décrit, c'était presque une préméditation quotidienne, tu sais, jour après jour après jour, pas seulement celle à laquelle on pense où quelqu'un fait un plan pour tuer quelqu'un. C'est, tu sais, sans aucune pitié, voir ton femme, tu sais, souffrir et l'empoisonnement au plomb, c'est juste une de ces choses dont on parle. C'est tellement une façon tellement horrible de partir. Alors, Heureusement, elle a été sauvée, bien qu'un long rétablissement l'attende. John, étiez-vous surpris par le verdict dans cette affaire? Selon le Hartzell Inquirer, la défense de Mann affirmait que les preuves avaient été recueillies de façon inappropriée. Selon ce journal local, la défense de Mann a contesté la collecte des preuves et tenté d'empêcher leur présentation au procès. Il y a eu une affirmation selon laquelle la police aurait en fait extrait du plomb de l'urine de Hannah sur le parking du commissariat à l'aide d'un seau. C'est selon Vahaïaï. L'avocat de la défense de Mann, Chad Morgan, a déclaré « Je ne pense pas qu'ils aient pu éprouver qu'il y avait un acte manifeste de sa part, de quelque manière que ce soit, n'importe où, par n'importe quelle preuve. Étiez-vous surpris par le verdict ?» oui, beaucoup de choses se sont passées avant le procès, donc le verdict ne m'a pas surpris. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et il faut savoir que cette partie de l'Alabama est très petite et que tout le monde s'y connaît. J'avais des frères de fraternité à l'Université d'Alabama, originaires de Hartzell, et j'ai sans doute étudié à la faculté de droit avec certains avocats de l'affaire, ou du moins avec leurs cousins. C'est une région très petite. Et vous savez, quand on traite de la justice dans une petite ville, surtout en Alabama, les gens se connaissent tous. Certaines personnes que je ne connais pas personnellement, comme le chiropracteur Brian Mann, étaient connues des membres du jury. Le juge le connaissait, et vous savez, les enquêteurs aussi. Et ils étaient certainement déterminés à utiliser les preuves, peu importe comment ils les avaient obtenues, pour poursuivre la justice. Eh bien, Jean, écoute ça. Donc, la défense n'a appelé aucun témoin, même s'ils avaient initialement prévu d'en appeler 7. Maintenant, Chad Morgan, cet avocat de la défense, il a dit « Eh bien, vous savez, ils estimaient que l'accusation n'avait pas prouvé la tentative de meurtre. Il n'y avait toujours pas d'acte manifeste, ils ont donc choisi de ne pas convoquer de témoins. » Morgan admet que cela aurait pu être une erreur, citant une décision d'équipe impliquant Brian. C'est lui qui prend la décision sur tout ça la plupart du temps. Nous avons organisé quelque chose au déjeuner hier, juste pour essayer de comprendre ce que nous devions faire, et nous avons décidé de prendre cette décision. Et évidemment, ce n'était pas la bonne décision. Qu'en penses-tu? C'est pourquoi les juges, tu sais, avant la fin de chaque procès et surtout lors de la présentation de la défense,
Es-tu satisfait de ton avocat? As-tu pu donner ton avis à ton avocat? Souvent, après ce genre de situation et un oups de l'avocat de la défense, la prochaine requête concerne l'assistance inefficace de l'avocat. Certains aspects du droit de procès pénal ou civil relèvent du jeu, n'est-ce pas? On prend des risques. Ne présenter aucun témoin, c'est donner tout l'avantage à la maison, donc à l'accusation. Et c'était une erreur fatale ici. Et d'ailleurs, au procès, Anna a témoigné. Elle a dit avoir pris les comprimés, être tombée malade, et que Brian les lui avait donnés en pensant que c'était juste des vitamines inoffensives. Sa mère l'a poussée à aller à l'hôpital car Mann ne voulait apparemment pas qu'elle y aille. Elle avait mal au dos et à l'abdomen, des nausées, des difficultés à marcher et était léthargique. Depuis l'été 2021, elle prenait ses comprimés. Et même si elle lutte encore contre les effets de la toxicité au plomb, elle a en fait témoigné et dit qu'elle pardonne à Brian. Je lui ai pardonné, et je souhaite juste qu'il puisse changer un jour, changer sa façon d'être, tu sais, pour sa famille et ses enfants. C'est incroyable, c'est remarquable. Et c'est remarquable. Et encore une fois, en grandissant en Alabama, ouais, il y a juste quelque chose là qui, le thé sucré, tu sais, quelque chose de spécial avec le thé sucré en Alabama. On essaie de tout pardonner. Maintenant, je vis en Floride, je suis moins indulgent qu'avant, mais j'essaie. C'est impressionnant et ça montre, mais tu sais, je pense que ça a aussi pesé dans la condamnation. Là, tu as quelqu'un qui lui a pardonné, quelqu'un qui a juste suivi le mouvement. Et ça a rendu ce que Brian Mann a fait, tu sais, encore plus malveillant. C'est ça. Pour finir avec la condamnation, les mots du juge montrent assez clairement qu'il ne lui a pas pardonné. Très dérangé par l'affaire et agacé par Brian Mann qui souriait pendant les plaidoiries, il a dit « Quand il sera question de libération conditionnelle, tenez-moi au courant. J'irai témoigner contre eux, moi-même. Je n'ai jamais entendu un juge dire cela. » Ce n'est pas courant parce qu'il y a, vous savez, inévitablement des appels et il arrive qu'une affaire revienne devant un juge. On a eu cela avec Joe Exotic. Lors de sa condamnation, le juge a lancé quelques piques contre lui et son mode de vie. Et vous savez, inévitablement, nous avions besoin que le juge modifie la peine et nous avons demandé sa récusation parce qu'il avait lancé cette pique et il a choisi, en tant que juge fédéral, de ne pas se récuser. Mais les juges ont tendance à retenir ce genre de choses parce que ça ne fait que se retourner contre eux plus tard. Il n'y a tout simplement pas besoin de ça. Ici, ce juge voulait expliquer clairement pourquoi il a agi ainsi et prononcé cette peine. John Phillips, merci beaucoup. J'apprécie que vous ayez pris le temps. Absolument. Merci. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.